Bonjour à toutes et à tous, nous sommes en direct des Victoires du Capital Humain et une table ronde sur la féminisation des équipes vient de se tenir en présence de Marielle Vermillard, la directrice talent, engagement et rémunération des Petits Chaperons Rouges. Bonjour. Fabien Gillen, le vice-président des ressources humaines de Valeo. Bonjour. Bonjour. Et enfin Laetitia de Montgolfier, directrice des ressources humaines groupe de FM Logistique. Bonjour. Bonjour à tous. La loi Rixin exige des entreprises de plus de 1000 salariés qu'elles atteignent d'ici le 1er mars 2026, c'est-à-dire demain, un objectif de 30% de femmes dans les COMEX. D'ici le 1er mars 2029, 40%. Alors où en est-on? On va faire le point sur ce sujet en gardant en tête que le sexisme perdure malheureusement et a tendance à entraver les carrières des femmes. Jeunes, elles ont tendance à être sexualisées. Trentenaires, elles risquent d'avoir des enfants, voire elles en ont. Ensuite vient la ménopause, c'est parfois la triple pénalité. Comment abordez-vous ces enjeux dans vos entreprises respectives, Laetitia? Alors, je peux parler pour FM Logistique. Donc, nous sommes présents sur 11 pays avec 28 000 salariés. Nous avons une approche qui est très pragmatique. Nous avons lancé un programme qui s'appelle Fairtrax, qui vise à adopter une approche qui soit la plus objective possible et la plus basée sur les compétences possibles. Donc, il y a différents volets dans Fairtrax. L'un d'entre eux est de former l'ensemble de nos managers au biais inconscient pour qu'ils aient conscience de leurs biais dans le cadre de prise de décision, qu'on veut donc les plus objectifs possibles et les plus basés sur des compétences possibles. Et on a notamment une campagne de communication qui s'appelle By the Way, qui fait parler nos collaborateurs et collaboratrices sur le fait que nos métiers ne sont pas genrés. Et donc on fait parler Jeanne, directrice des opérations, qui dit je suis directrice des opérations, j'ai une orientation stratégique, et By the Way, je suis une femme. Ou Tanguy en RH qui nous explique ses qualités, ses compétences, et qui dit By the Way, je suis un homme. Donc il y a vraiment une démarche assez complète sur l'ensemble de nos process et qui vise à parler du sujet du genre de manière assez libre. On a ce qu'on appelle des fair talks, donc des conversations de sensibilisation à destination de toutes nos équipes à l'international. Et dans des métiers qui pourraient être perçus comme plus masculins, où en êtes-vous justement des exigences de la loi Rixin? Vous êtes en bonne voie? Alors, on a aujourd'hui 39% de femmes dans le monde, 28% sur nos métiers de management. On vise les 50% et on a mis en place des programmes pour développer nos leaders de manière à ce qu'on puisse avoir une parité homme-femme, notamment sur nos programmes de leadership. On en a 3, YouGrow pour les jeunes potentiels, YouDrive pour les futurs dirigeants et YouLead pour les dirigeants. Et sur YouGrow, YouDrive, on arrive à 50%. Donc, on vise vraiment à créer du vivier pour justement atteindre les exigences de la loi Rixin. Fabien, chez Valeo, où en êtes-vous de ces enjeux de parité? Alors on n'est pas très loin puisqu'on a 26% de femmes donc, au sein du groupe Valeo qui est donc un groupe spécialisé dans la vente de solutions et d'équipements automobiles. Donc dans nos positions exécutives, c'est 26% de femmes qui occupent ces postes de direction. Et nous sommes extrêmement attentifs à pouvoir justement dans un mode de transformation de l'industrie automobile, de manière à pouvoir gérer toute cette complexité, ces évolutions, à pouvoir développer une culture de l'inclusion et de la diversité au sein du groupe. C'est extrêmement important pour permettre de penser cette complexité. Et à travers cela, on a un programme notamment Be the Change qui insiste sur les comportements managériaux, en s'appuyant sur les valeurs du groupe, qui sont donc au nombre de 3. Hein. Chez Valeo, on aime bien, on va dire, être agile, on aime bien aussi avoir du courage dans l'exécution et être aligné sur notre manière d'appréhender la difficulté. Donc, ces programmes de développement nous permettent, qui s'adressent à nos talents féminins et à nos talents masculins, de pouvoir être ensemble de manière à pouvoir penser l'avenir du groupe, nos stratégies, nos managements des équipes et aller de l'avant. Et donc c'est pour ça qu'on aborde aussi avec une certaine confiance, même s'il reste du progrès à faire sur les évolutions aussi légales en la matière de diversité. Je le disais en introduction, la parentalité peut s'avérer être un frein à la progression de la carrière des femmes, même si voilà, sur le plan politique aussi, on essaye de mettre en place des congés qui laissent plus de place aux pères. Marielle, je me tourne vers vous. Quels sont les bénéfices que vous constatez en mettant en place ces services de place de berceau, pardon?
Finalement, nous, chez les Petits Chapeaux Rouges, notre raison d'être, c'est la parentalité. Il faut savoir qu'en 2024, il y a 600 000 enfants qui sont nés et c'est l'année la plus faible depuis 1945. Et en même temps, il y a 2000 enfants de moins de 3 ans pour 500 000 places en crèche. Donc, à quoi ça va servir vraiment la crèche? C'est beaucoup de bénéfices. Déjà, un, pour l'enfant, parce qu'on sait que tout se joue dans les 3 premières années de l'enfant, dans son développement. À la sortie de la crèche, un enfant connaît 6 fois plus de mots qu'un enfant qui est gardé autrement, notamment par une nounou. Donc, ça réduit considérablement les inégalités. Et puis en parallèle, pour les parents, on sait qu'un collaborateur est 2 fois moins malade, 6 fois moins absent et 9 fois plus loyal envers son entreprise. C'est un absentéisme de 30% pour un mode de garde quand il est défaillant. Donc c'est vrai que nous, LPCR, donc les Petits Chapeaux en Rouge, on accompagne cette parentalité, c'est vraiment notre raison d'être. On a 9 000 collaborateurs, 300 crèches. C'est un mode de garde quotidien, mais c'est aussi de la garde occasionnelle, de la garde d'urgence, c'est du périscolaire, c'est comment on accompagne justement dans tous les aléas de la vie du parent, nos collaborateurs, tous les parents. Et puis pour nous aussi, on fait des choses puisque tous nos collaborateurs ont cette possibilité d'avoir des places en crèche. C'est à peu près 300 personnes chez nous qui le souhaitent. C'est aussi des dispositifs d'accompagnement et de promotion au sein de nos structures, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, on a 90% de femmes qui ont nos postes de direction. Plus de 80% dans le COMEX, et aujourd'hui on a une nouvelle directrice générale qui est une femme. Beaucoup de choses passent par les parcours de promotion, notamment par des dispositifs de VAE, donc c'est très important pour nous. Et puis nous avons aussi, ça nous tient à cœur aussi pour nos professionnels de crèche, d'adapter notre temps de travail. On leur propose, sous un format d'un CDI flexible, révisable tous les ans, de pouvoir travailler sur une flexibilité du temps de travail et potentiellement travailler moins, ou travailler plus dit plus de pouvoir d'achat, mais qui dit travailler moins dit avoir plus de temps libre. Donc c'est crucial pour cet équilibre vie pro, vie perso. Fabien, comment vous abordez ces sujets de parentalité et de carrière des femmes qui peuvent nécessairement être hachés? Alors, c'est quelque chose qui est d'abord discuté au niveau du dialogue social de l'entreprise, à travers donc, les accords liés à l'égalité professionnelle aussi dans l'entreprise. Et pour nous, nous sommes attachés à un moment où finalement le télétravail est parfois remis en cause, à développer cet esprit de responsabilisation, de flexibilité qui permet, que ce soit à nos collaborateurs masculins ou à nos collaboratrices, de pouvoir aussi s'adapter dans leur vie familiale, dans leur vie personnelle, tout en restant, on va dire, contributifs aux activités de l'entreprise. Et c'est cette notion-là de flexibilité qui nous semble importante aujourd'hui pour gérer à la fois nos familles, les familles monoparentales, les personnes qui sont aussi célibataires dans leurs différentes formes de vie, de manière à pouvoir créer un environnement de travail qui soit adaptable pour chacun. Oui, et sachant que quand on parle de féminisation des équipes et de carrière des femmes, c'est aussi permettre au papa, à l'homme, de pouvoir prendre le temps qui est nécessaire pour s'occuper de son enfant dès la naissance. On sait que parmi les cadres, c'est encore difficile pour les hommes de prendre ce fameux congé de naissance. Je pense que le management là-dessus a un rôle sûrement de modèle et d'exemplarité. Voilà, qu'est-ce que vous observez au sein du groupe? Qu'est-ce que vous mettez en place pour vraiment encourager les pères à prendre leur place? Alors effectivement, le changement de perception sur le rôle finalement de l'homme dans le foyer, pour prendre aussi une partie de la charge mentale finalement des activités domestiques, c'est un enjeu qui est extrêmement important. Je constate aussi dans l'entreprise, notamment avec les nouvelles générations, que le rapport finalement à la parentalité, à la gestion du couple, à ces charges domestiques est assez différente. Et simplement, pour nous, on promeut, on va dire, sur des personnes qui sont en situation de management, de pouvoir justement aller jusqu'au bout, de les prendre, et avec la possibilité de pouvoir aussi bénéficier de ce temps de repos sans être sursollicité, on va dire, par les activités. Donc c'est plus l'exemplarité, la capacité à pouvoir faire qui finalement montre que dans l'entreprise, c'est quelque chose qui devient naturel et on ne se pose plus la question aujourd'hui de ce congé de naissance comme on peut se le poser sur d'autres formes de congés de paternité lorsque ça a été créé et que finalement le taux d'adhésion au congé paternité était assez limité
au moment du démarrage du congé. Laetitia, au sein d'FM Logistique, voilà, quelle est votre approche, vos marges d'amélioration peut-être, voilà, qu'en est-il? Alors, FM Logistique est une entreprise familiale, donc c'est vrai que cette notion de famille, de parentalité est très marquée. On a, comme le disait Fabien, des dispositifs aussi dans nos accords collectifs qui promeuvent un certain nombre de mesures en faveur de la parentalité ou de la maternité en particulier, mais aussi de la paternité, notamment sur des dons des jours additionnels notamment. Après, notre ambition est aussi de promouvoir tout type de modèle familial, personnel. Donc, on valorise cette diversité. Et notre ambition est de pouvoir faire en sorte que dans chaque pays dans lequel nous sommes implantés, ces dispositifs permettent aux parents et à ceux qui ne sont pas parents de se sentir au mieux dans leur équilibre vie personnelle, vie professionnelle. On l'a évoqué, la loi Rixin met en place des objectifs assez forts. La politique de quotas est malheureusement un peu indispensable pour arriver à une certaine parité. Des hommes peuvent mal le percevoir et avoir le sentiment, quand il s'agit de postes de direction notamment, d'être sacrifiés. Voilà, comment garder un dialogue social serein au sein de l'entreprise et ne pas mettre en place de clivages qui pourraient être négatifs pour tous? Alors, on s'était posé la question quand on a intitulé notre programme Fairtrax. Devrions-nous l'appeler Women at FM ou trouver un nom qui soit plus marqué sur la place des femmes? Et on a fait le choix de valoriser l'ensemble de nos talents, qu'ils soient femmes ou hommes. Et c'est clé pour nous. On a par ailleurs mis en place un programme de mentoring qui vise à exposer les femmes dans d'autres environnements, d'autres départements auxquels elles n'étaient pas initialement forcément exposées. Et on s'est rendu compte que ça faisait réagir. Les femmes à qui on s'adressait se sont dit mais pourquoi nous? Est-ce que c'est parce qu'on a besoin de se développer plus que certains autres hommes? Et pas du tout. On avait identifié des femmes à potentiel justement qu'on voulait accompagner dans leur développement. Mais c'est un très bon retour de ce pilote de mentoring qui nous fait dire aussi qu'en effet la légitimité, et c'était bien notre ambition, hein, et la crédibilité des femmes est un vecteur très important dans leur développement. Donc on communique très largement et encore une fois, le fait de dire by the way, je suis une femme ou je suis un homme, met vraiment en évidence que ce sont uniquement les compétences qui comptent et c'est ça qui est vraiment important. Oui, Fabien, vous centrez aussi l'attention voilà, sur l'évaluation des compétences et de la performance? Oui, au sein d'un groupe comme Valeo, l'évaluation des compétences et de la performance est extrêmement importante et permet de mettre finalement chacun sur un pied d'égalité. Et si je prends un exemple très concret qui est par exemple la division Power, donc spécialisée dans les systèmes de propulsion et systèmes thermiques, qui représente un périmètre de près de 45 000 collaborateurs, 11 milliards d'euros de chiffre d'affaires, dans notre comité de direction, on a 4 directrices qui occupent des fonctions stratégiques, la direction financière, la direction de la stratégie, la direction de la supply chain, la direction juridique. Et ça nous donne justement un comité de direction divers qui permet aussi pour nous de porter et d'avoir des figures de proue dans nos programmes pour démontrer à travers l'entreprise que ces parcours-là permettent d'arriver au plus haut niveau de la direction aussi de l'entreprise. Et c'est extrêmement important pour nous d'avoir cette égalité d'évaluation des compétences pour l'ensemble des talents du groupe. On l'a évoqué, il y a des vrais enjeux de stéréotypes qui fait qu'on a tendance à dire que les femmes vont vers certains métiers, les hommes vers d'autres. Dans la petite enfance, c'est vrai que c'est un secteur largement féminisé. Vous avez l'enjeu inverse, peut-être plus d'attirer une population masculine. Alors c'est vrai que chez les Petits Chapeaux Rouges, plus de 98% sont des femmes. Donc on a vraiment cet enjeu-là. Nous, le premier enjeu, c'est créer des vocations. On vient dans le métier de la petite enfance pour cette belle vocation-là, et c'est d'agir dès la formation. On est présent dans les lycées, dans les écoles stratégiques, on participe à des forums métiers. Et en fait, le discours qu'on a quand on participe à ces forums métiers-là, c'est en fait, c'est une compétence universelle que s'occuper des enfants. Il me semble que ce n'est pas du tout une question de sexe. Le soir, un papa s'occupe autant de son enfant. Et les compétences universelles pour accompagner un enfant, c'est la pédagogie, c'est la gestion des émotions, c'est le leadership. Et ça, on le retrouve peu importe le sexe. Et donc, nous, on agit vraiment dès le lycée, dès les écoles. On a aussi monté notre propre école de formation pour des apprentis qui nous permet aussi de sensibiliser, c'est à compétences égales et c'est vraiment cette compétence universelle qu'on souligne.
Euh, du côté de l'automobile, j'imagine, enfin, on sait que les écarts se creusent tôt. Dès le CP, d'ailleurs, les enfants, les petites filles ont tendance à s'éloigner des mathématiques et plus tard des filières scientifiques. Comment vous travaillez sur ces biais? Alors effectivement, la bataille, elle a lieu très tôt, de manière à pouvoir faire comprendre et attirer les jeunes filles dans les métiers scientifiques, dans les métiers techniques. Donc nous, on travaille avec un maillage qui est à destination des écoles, dans lesquelles on peut justement organiser des filières de recrutement pour les orienter vers nos métiers techniques et scientifiques de l'automobile. On a un partenariat aussi avec l'association Elle Bouge, historique, qui permet de promouvoir également les carrières professionnelles, scientifiques et techniques dans le secteur automobile. Et dans ces actions avec notamment l'UMM, donc l'industrie métallurgique, on est présent pour démocratiser ce qu'est, à travers des interventions dans ces écoles, la réalité des métiers, avoir des figures féminines de proue qui attirent et qui sont, on va dire, des modèles aujourd'hui pour ce type de carrière. Et on a décidé de développer ça aussi dans une logique internationale, avec d'initiatives locales et par pays, notamment en développant l'index d'égalité professionnelle sur la base du modèle français qu'on a déployé sur l'ensemble du périmètre mondial du groupe. Donc c'est une autre forme d'investissement aussi vis-à-vis de nos communautés, quelle que soit la nationalité, quel que soit le périmètre d'action dans lequel nous sommes en train d'évoluer. Laetitia, pareil, vous misez sur les partenariats avec l'ensemble du territoire, des écoles pour pouvoir lutter contre ces biais? Bien sûr, et la proximité joue beaucoup. On a des partenariats avec des lycées professionnels à proximité de nos plateformes logistiques. L'idée, c'est de s'adresser aux étudiants le plus tôt possible. On parie aussi sur les VIE, sur l'alternance, pour constituer un vivier et attirer des femmes dans nos métiers. On investit aussi beaucoup, évidemment, sur nos programmes de formation en interne tout au long du parcours. On a une fondation chez FM Logistique dont l'un des vecteurs est la formation et l'éducation dès le plus jeune âge. Et ça, sur le monde entier. On a un projet en Inde à destination des jeunes femmes, Life for Youth Project, Life Project for Youth, sorry. Et on a aussi, par exemple, en France, un programme avec les apprentis d'Auteuil où on a co-construit un programme logistique depuis 2017, donc une inscription sur la durée et on fait aussi beaucoup intervenir à la fois des femmes mais aussi des hommes, beaucoup de rôles modèles. Donc on a notre Marta, notre DG espagnole qui s'exprime beaucoup pour aussi faire parler des femmes dans la logistique, ou Pénélope en Roumanie, notre DG roumaine, donc DG en Roumanie, pardon. Et donc on fait beaucoup, on parie sur l'exemplarité, sur le fait de communiquer autour de l'accessibilité des métiers aux femmes. C'était la question à laquelle je pensais, et même chez les petits chapeaux rouges, est-ce que vous vous êtes lancé dans cet effort de communication pour mettre en avant des parcours masculins dans la petite enfance qui fonctionnent, si je puis dire? Est-ce que voilà, c'est un axe auquel vous réfléchissez de rôle modèle? Alors nous, on travaille, comme je disais, avec les écoles, avec les lycées, on travaille aussi avec l'éducation, avec le ministère de la Santé, parce qu'en fait, tout va se jouer sur la création de ces vocations-là, en fait. Et c'est dès le tout jeune. Et puis, on a un vrai sujet sur la sensibilisation des familles, de montrer aux parents que les enfants, c'est pas une question de sexe, en fait. Qu'on laisse son enfant à une éducatrice de jeunes enfants ou à une auxiliaire de puériculture, que ce soit un homme ou une femme, c'est tout aussi bien garder son enfant et le développer, l'accompagner. Donc voilà comment la sensibilisation aussi auprès des familles est très importante. Et chez Valeo, vous avez aussi cette logique de rôle modèle un peu pour pouvoir mettre en avant des parcours féminins qui fonctionnent? Oui, on a la chance d'avoir beaucoup de talents féminins de grande qualité dans l'ensemble de nos métiers. Et c'est vrai qu'on les invite et on les encourage aussi à être visibles, donc soit à travers les interventions, à travers nos forums techniques, à travers un certain nombre de shows qui sont organisés, d'événements aussi organisés par nos clients dans lesquels nous participons. Et bien sûr, à travers ce maillage avec les écoles stratégiques dans lesquelles on souhaite attirer davantage de talents féminins, de manière à pouvoir continuer à avoir cette dynamique collective d'aller vers une parité au sein du secteur automobile et d'attirer vraiment sur ces métiers de passion que sont les métiers de l'automobile,
l'ensemble des talents qui vont générer la croissance de l'entreprise pour les années à venir. On l'a évoqué, il y a les initiatives des entreprises, il y a la pression législative aussi qui est là. La directive sur la transparence des salaires devrait être transposée, enfin va être transposée d'ici juin 2026. Sachant que si un écart de plus de 5% à un poste égal est constaté, les partenaires sociaux vont pouvoir se saisir de ce sujet. Voilà, où est-ce que vous en êtes sur ce sujet-là ? Nous, on continue sur la force des compétences. Donc notre argument, c'est de pouvoir vraiment mettre en avant finalement les compétences sur les postes. Donc on sera prêt pour la transparence des salaires. Alors au sein de Valeo également, ça fait de nombreuses années maintenant qu'à travers le dialogue social que nous avons aussi avec nos partenaires, un certain nombre de mesures sont prises pour corriger lorsqu'il y avait des écarts ces politiques de salaire et de rémunération. Ce qu'on souhaite, c'est conserver cette qualité véritablement d'échange et de dialogue et de faire en sorte que le système qui soit mis en place soit véritablement souple et plutôt favorisant ce dialogue social de proximité, plutôt que créer une bureaucratie qui serait peut-être un petit peu lourde à gérer, comme on a pu le voir quelquefois à travers de mouples indicateurs dans la gestion du développement durable. Il y a un cap, la cap c'est l'égalité professionnelle, c'est effectivement des grilles de rémunération qui soient claires et transparentes, tout en favorisant aussi la différenciation lorsque les contributions sont différentes et nous permettre de pouvoir justement accompagner nos salariés dans leur évolution professionnelle en fonction de leur mérite, en fonction de leur talent. Et ça reste quelque chose qui est important pour le groupe. Maëlle, dans le secteur de la petite enfance, c'est des grilles, enfin des rémunérations qui sont déjà très cadrées par des grilles précises. Alors la particularité en effet des petits chapeaux en rouge et du secteur d'activité, c'est pour pouvoir être éducateur de jeunes enfants, directrice de crèche, il faut en effet un diplôme d'État. Et donc, on a des grilles de rémunération en fonction de ce diplôme, donc c'est très réglementé. Néanmoins, je rejoins ce que vous dites sur la notion de compétence. C'est aussi, nous, notre vecteur, en fait. On a ce cadre réglementaire, mais tout est lié aussi aux compétences de chaque collaborateur. On a beaucoup parlé de parentalité, mais il y a d'autres sujets qui viennent se mettre sur la carrière des femmes, si je puis dire. Le tabou autour de la ménopause, voilà, l'agisme, où on a tendance à considérer qu'une femme passée un certain âge est périmée. Les danses, on sait que beaucoup de femmes sont aidants. Je crois que 80% des aidants sont des femmes. Voilà. Est-ce que vous avez déjà adressé ces sujets ? Comment, Laetitia, qu'est-ce qu'il en est sur ces différents enjeux ? Oui, l'idée c'est de partager les bonnes pratiques. Alors nous, on a dans nos sessions Fair Talks de sensibilisation, on fait intervenir des représentants de différents pays. On en a une la semaine prochaine qui permet de couvrir finalement toutes les thématiques autour de la diversité de manière générale. Donc la semaine prochaine, on a la CFO de l'Inde qui intervient avec le directeur Business Solutions en France, un directeur des opérations en Pologne, la DG de l'Espagne. Et l'idée, c'est vraiment de partager les pratiques à travers les frontières. Il y a des initiatives partout et l'idée c'est de pouvoir vraiment les valoriser, mettre les sujets sur la table, finalement ouvrir le dialogue de manière à ce qu'on puisse être suffisamment à l'aise pour exprimer une éventuelle problématique et pouvoir en parler au sein de l'entreprise. Et libérer la parole. Exactement. Fabien, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Je rejoins ce qui a été dit. On a beaucoup de très belles initiatives qui sont souvent liées aussi à des cas particuliers finalement qui se produisent dans les pays avec une mobilisation collective autour de ces problématiques. Et il nous appartient maintenant de pouvoir identifier l'ensemble de ces bonnes pratiques pour pouvoir définir ce que pourrait être une politique d'ensemble sur ces sujets-là qui sont des sujets importants également dans l'entreprise. Et donc pour le moment, on s'appuie beaucoup sur notre réseau de pays de manière à pouvoir être pragmatique, traiter les sujets quand ils se présentent et trouver une réponse qui soit collectivement performante pour traiter ces sujets d'aidance qui sont de plus en plus nombreux maintenant, avec aussi la démographie d'un certain nombre de pays qui évoluent avec des populations âgées et qui ont besoin de soutien de manière plus forte que par le passé. Ouais, j'imagine que c'est des sujets que vous avez aussi dans des métiers qui en plus peuvent être vraiment physiquement éprouvants. Voilà, comment vous abordez la question ? J'allais justement dire, nous, en fait, je crois que c'est notre ADN. Quand on dit que notre raison d'être, c'est d'accompagner la parentalité, bah, en fait, c'est toute forme de parentalité. Donc, ça fait juste partie de notre business. On l'intègre au sein de notre politique RH, en fait. Et c'est porté au plus haut dans le plan stratégique, dans les choix de l'entreprise.
Encore une fois, parce que quand on parle de parentalité, c'est accompagner autant nos partenaires que nos collaborateurs, que nos familles en fait. Donc c'est complètement intégré dans notre ADN. Merci à tous les trois pour ces échanges et ces partages d'expériences. Merci à vous. Merci.